Bonsoir tout le monde. Oui, donc je suis présidente de la Fédération française du paysage région Grand Ouest, qui regroupe une grande région, puisqu'on a la région Bretagne, région Pays de la Loire et région Centre. Ça fait partie, en fait, elle fait partie des 11 régions qui sont sous la houlotte en fait de la Fédération nationale des paysagistes, donc qui regroupe les paysagistes concepteurs. Un titre qui a été reconnu suite à la loi de la biodiversité de 2016. On a pour objectif en fait de fédérer effectivement l'ensemble des professionnels des paysagistes concepteurs, qu'ils soient en bureau d'études, donc qu'ils soient libéraux ou également salariés en fait en milieu plus public. Enfin, voilà, donc en fait c'est vraiment aussi bien dans la conception, dans la réflexion, dans les conseils. On a effectivement des paysagistes concepteurs dans les CAE par exemple, mais on peut également en avoir aussi dans les parcs naturels et également, quand je disais au milieu public, c'est également dans les services espaces verts par exemple des villes. Donc l'idée c'est de regrouper tous les métiers en fait qui sont sous la houlotte de paysagistes concepteurs. On est aussi donc là pour effectivement fédérer ces métiers-là, cette profession-là, et à la fois on a aussi vocation à avoir des liens aussi envers les institutions. Et également en lien avec les associations, comme ce qu'on peut faire aujourd'hui ce soir avec le CAE 44, puisqu'en fait on a été sollicité pour intervenir et avoir ce partenariat avec le CAE 44 dans le cadre des rendez-vous. C'est pour ça qu'on est déjà intervenu aussi en début d'année pour expliquer ce que c'était le métier de paysagiste concepteur. Mais on peut également être travaillé ou être sollicité par exemple à Atlan-Bois, où on a pu effectivement intervenir lors du Salon du Bois sur la place de l'aménagement, la place du bois dans les aménagements publics. C'est également en fait un matériau en fait que les paysagistes concepteurs peuvent utiliser dans leurs aménagements. Voilà, ça peut être aussi l'UNEP, l'Union nationale des entrepreneurs de paysage. Enfin voilà, on a effectivement ce lien à avoir avec toutes ces institutions, ces associations au niveau régional, même si on peut l'avoir aussi au niveau national. On est là aussi en fait pour expliquer ce que c'est notre métier auprès des particuliers et notamment pour ce faire, donc on intervient lors des soirées comme celle-ci, mais on organise aussi notamment sur Nantes mais également sur Rennes des visites de projets sur le temps du midi. Ça s'appelle Midi Paysage ou Paysage emprunté. Il y a également aussi plutôt au moment de l'hiver en fait des cafés paysages. Donc on aborde des thèmes particuliers et puis quand c'est des visites sur le temps du midi, l'idée c'est d'avoir le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et puis d'inviter la population à découvrir le projet et qui sera expliqué effectivement par ces personnes-là. On peut également participer à des salons, par exemple le salon du végétal. Enfin voilà, donc l'idée c'est à chaque fois de faire découvrir notre métier auprès du grand public. Et puis la fédération, c'est aussi fédérer les adhérents surtout aussi. Et donc du coup, on organise nous des visites de pépinières, d'entreprises, d'entreprises de carrière, de fournisseurs de matériaux, etc. Enfin, donc, c'est effectivement essayer de créer une émulation en fait envers les paysagistes concepteurs de la région, de se faire connaître, de créer un réseau et à la fois d'être davantage présent en fait sur le territoire pour faire connaître cette profession auprès de tout le monde. Donc voilà, donc dans le Grand Ouest, on est une fédération qui est assez active de par ses actions, mais également par rapport au nombre d'adhérents, puisqu'on est environ à 150 adhérents en fait sur le territoire du Grand Ouest. Voilà ce que je peux dire. En tous les cas, on a plaisir, nous, à venir partager, expliquer notre profession à vous tous ce soir dans le cadre des rendez-vous du CAE 44. Et merci pour cette association et d'être venu vers nous, la FFP. C'est vrai que sur Nantes, on a la chance aussi d'avoir un nombre important de paysagistes concepteurs, comme on peut l'avoir aussi sur le pôle rennais.
un petit peu sur Angers. Après, c'est vrai que dans le reste du territoire, les paysagistes concepteurs sont un peu moins présents. Mais en tous les cas, voilà, c'est une bonne opportunité de vous faire découvrir notre métier de paysagiste concepteur, qui est un métier passionnant. Donc, je vais laisser la parole à Emeline pour présenter les premiers projets. Bonsoir, je suis Emeline Esca, paysagiste concepteur à l'agence de l'eau en large à Nantes. Donc l'agence de l'eau en large, c'est une petite agence qui travaille en fait sur des projets vraiment variés. On s'attache à garder des projets à différentes échelles. Donc du jardin particulier, on va vous présenter un exemple ce soir. Et puis on travaille aussi sur des projets urbains. On peut travailler sur des études territoriales, sur des projets de parc. Ça dépend un petit peu des opportunités et des rencontres. Le projet en fait, qu'on a choisi de vous présenter pour ce soir, c'est un projet de jardin qui est donc situé à Nantes. Je vais vous présenter le contexte un peu plus en détail tout à l'heure. On trouvait qu'il était intéressant parce que finalement c'est un cas particulier, vous le verrez, mais qui peut synthétiser des cas de figure qu'on rencontre finalement assez fréquemment quand on est dans des tissus urbains denses. Donc vous avez la localisation là avec le point rouge de la parcelle à proximité de l'Erdre. Donc plutôt hypercentre, enfin pas loin de l'hypercentre de Nantes, évidemment à proximité de l'Erdre. On a la topographie, on le reverra en fait tout à l'heure, c'était vraiment l'élément premier sur ce projet-là, la topographie. Cette topographie, vous le verrez, c'est évidemment une contrainte qui est assez forte et c'est aussi un outil de projet qui est quand même très, très chouette à utiliser. Donc, pour peut-être dans un premier temps vous faire comprendre le contexte de cette parcelle, je vais vous la présenter donc, via cette photo aérienne et puis via des photos du site. Donc peut-être au niveau de l'histoire déjà de cette parcelle. Alors, on va essayer de faire au mieux. Il n'y a pas de pointeur. En fait, vous avez une parcelle originellement qui prend tout ça, qui prend tout ça, avec une ancienne maison de maître qui est ici. Donc ça, c'est un cas de figure qui est assez typique, c'est que finalement, on avait une parcelle qui était assez grande, qui a été vendue et qui a ensuite été revendue à la découpe. C'est-à-dire que sur cette grande parcelle, il y a 3 parcelles qui ont été recréées, une parcelle avec la maison de maître existante, et puis 2 autres parcelles. Une ici, qui va nous concerner, une parcelle intermédiaire, donc qui font toutes les deux à peu près 500 mètres carrés. On le voit très bien sur cette photo aérienne, on a un contexte arboré qui est extrêmement dense. On en reparlera après, mais évidemment, nous, ça a fait partie des premières interrogations qu'on a eues par rapport à cette intervention pour créer un jardin sur cette parcelle. Autre point important, la question des protections patrimoniales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans le... Enfin, je vais dire très fréquemment, c'est même systématique en fait dans le centre de Nantes. On est dans un périmètre de 500 mètres d'un monument qui est protégé, qui est inscrit. Et puis, on a un pastillage au plan local d'urbanisme. Donc évidemment, un pastillage sur la maison, la demeure bourgeoise, et puis un petit patrimoine qui est identifié en fait tout du long sur ce mur de clôture. Un élément de petit patrimoine qui est donc à conserver. Voilà, et puis donc ces beaux arbres, peut-être ce qui est important aussi à dire, vous le verrez sur les photos par la suite, ce ne sont pas des arbres qui sont ça correspond pas à un héritage de parc ou de tracé ancien. En fait, il n'y avait pas de parc vraiment intéressant autour des sauts de demeure. Ça aurait pu être le cas, c'était pas le cas. On est plutôt face à des sujets, pour certains qui ont sûrement été plantés, mais pour la plupart qui sont plutôt spontanés. Et voilà. Hop. Donc la parcelle, elle fait 580 mètres carrés. Avec donc un dénivelé de 6 mètres. On le voit ici, la coupe topo. Donc vous imaginez, là, la coupe topo, elle correspond vraiment aux limites. Là, vous avez le point haut, point bas là-bas, donc la vallée de l'Erdre ici, avec 6 mètres de dénivelé. Ce
qui est quand même assez conséquent, et surtout un dénivelé qui est très marqué, on va le voir après, finalement dans la partie médiane. Sur ce schéma, vous pouvez voir la localisation des arbres, des sujets principaux, et puis en cercle, donc le petit cercle pointillé noir qui correspond aux espaces boisés classés qui sont entérinés par le biais du document d'urbanisme. Donc à l'époque, on n'était pas encore sur le PLUM, on était sur le PLU. En tout cas, on a ces EBC donc, qui correspondent à des espaces boisés classés, boisement existants ou à créer, puisque vous remarquez que ces pastillages d'EBC, ils ne correspondent pas forcément à l'emplacement des arbres. Donc ça, c'est un cas de figure qu'on retrouve aussi assez souvent, puisque je dirais malgré les efforts qui sont faits pour identifier au mieux les arbres dans les documents d'urbanisme, en fait, on sait bien que c'est impossible de quadriller toute la ville. Donc on a souvent le travail est fait sur photo aérienne et du coup on a un différentiel entre la réalité des plantations et les implantations des espaces boisés classés. En tout cas, ces EBC, nous, évidemment, on les prend en compte. On sait qu'à tous ces endroits-là, on ne peut pas faire de coupe et on doit maintenir les arbres, même si, on le verra après, les plus beaux sujets ne sont pas forcément dans les espaces boisés classés tels qu'ils sont dessinés. Donc, vous avez ici le levé topo de la parcelle qui a été réalisé. Hop. Donc ce levé topo, vous imaginez bien qu'il est indispensable. Alors je dirais il est indispensable même dans le cas où on a un terrain qui est beaucoup moins accidenté. Mais là, étant donné le profil qu'on a, forcément on ne peut pas faire sans. On retrouve sur ce levé topo les arbres qui sont implantés, les masses vertes qui correspondent aux espaces boisés classés. Et puis vous voyez ici la symbolique du talus. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait un talus qui est placé dans la partie médiane haute de la parcelle. Donc on lit aussi sur ce levé topo les petits éléments construits qu'on verra ensuite en photo, mais vous voyez il y a des petits bouts de murs qui restent. Voilà, il y avait un bâtiment mais qui a été démoli, et puis on peut commencer à comprendre les contours de la parcelle. Donc, je vous ai présenté rapidement ce contexte parcellaire et ses spécificités, on va dire, plutôt géographiques. Je vais maintenant vous expliquer en fait, le contexte de la commande, donc comment nous, en tant que paysagistes concepteurs, on a été amenés à travailler sur ce projet. C'est donc une famille qui a souhaité construire son habitation sur cette parcelle-là, donc qui a identifié la parcelle. Et dans le cadre de son projet de construction, a souhaité faire appel à une agence d'architecture, donc l'agence Avignon-Clouet, qui sont également situées à Nantes. En fait, quand l'agence Avignon-Clouet a commencé à travailler, ils se sont très vite rendus compte. Alors, on va dire l'appel au paysagiste concepteur, il a plusieurs origines, mais quand les archis ont commencé à faire l'étude préalable, ils se sont très vite rendus compte qu'il y a pas mal de choses aux abords du bâtiment qu'ils ne pourraient pas gérer eux, et qu'il était préférable de faire appel à un conseil extérieur. En tout cas, c'est ce qu'ils ont proposé aux futurs habitants. Donc voilà, donc ce qui est rentré dans la balance pour le choix, la nécessité du recours à un paysagiste concepteur, c'est déjà le fait que les futurs habitants avaient vraiment une volonté forte d'avoir un jardin. C'est quand même la raison première. La nécessité de prendre en compte la protection des arbres et puis la prise en compte des contraintes topographiques. Et il y avait aussi une envie, je pense, assez forte de la part des architectes, finalement, de se dire qu'on travaille le projet de jardin en même temps que le projet d'architecture. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été consulté. On a, je dirais, travaillé de concert avec les futurs habitants, évidemment, commanditaires du projet, et les architectes, avec un regard de leur part aussi sur les propositions qu'on avait pu faire. Et puis vous verrez, je le réexpliquerai tout à l'heure, mais le parti pris en fait sur ce jardin, ça a été d'être quand même en rupture par rapport à la proposition architecturale, en rupture en termes de choix de matériaux et en termes d'expression.
Voilà, donc on va enfin avoir quelques photos, comme ça vous allez pouvoir vous projeter davantage. Donc ça c'est la parcelle telle qu'on a pu la découvrir, telle que moi j'ai pu la découvrir lors des premières visites. On retrouve le petit bâtiment voilà, qu'on identifiait tout à l'heure sur le levé topo. Et puis vous voyez à gauche en fait une masse boisée qui est quand même extrêmement dense, très très opaque, voilà, avec une végétation arborée finalement, des masses arbustives dans la partie basse. Et puis cette pente qu'on commence à lire. Voilà, toujours cette végétation très très dense. Donc c'est un contexte, voilà, un contexte de départ qui est assez particulier quand même. Donc là, on peut avoir une lecture de la pente. Et puis, je ne sais pas si vous distinguez. En fait, ici, on a une petite, en fait, on a une rampe. Hop. Donc on a en fait, c'est une relique d'escalier, donc qui devait faire partie de la composition du jardin autrefois. Voilà, une autre image qui permet de se rendre compte déjà, ça donne l'échelle humaine et ça permet de se rendre compte de l'état de la parcelle au tout départ, avec un sol aussi qui était entièrement recouvert de lierre, entre autres. Et certes, une complexité liée à cette présence très forte de végétation, mais surtout des arbres qui sont, pour certains, magnifiques, dont ce tilleul en CP qui est complètement... qui vient marquer le jardin, en fait, qui vient marquer la partie basse de jardin. Ce tilleul de mémoire qui, justement, ne faisait pas partie des espaces boisés classés, mais bien évidemment qui a été conservé. Enfin, je dirais, s'il y avait un arbre à conserver dans le jardin, ça aurait été celui-ci. Voilà. L'escalier. Enfin, le reste de l'escalier. Et puis des petites curiosités, ça c'est comment ça s'appelle, du béton, je ne sais plus comment ça s'appelle ce terme-là, du béton moulé là, en forme de branche. Une espèce de rocaille, ouais. Voilà, donc nous, face à ce terrain, la proposition qu'on a faite en fait, aux futurs habitants, aux commanditaires, qui donc, avaient très envie d'un jardin, mais ne savaient peut-être pas trop par quel bout prendre les choses, c'était dans un premier temps de proposer une mission d'identification et de conseil en lien avec ce patrimoine arboré. Donc ça a été une première étape de diagnostic où vous voyez sur ce plan, tout simplement à partir du plan topo et puis de relevé terrain, on a déjà identifié les arbres et puis on a commencé à voir ce qui pouvait être à supprimer ou à conserver, sachant que et également à élaguer. Donc ça c'était vraiment la première étape. Voilà, donc là vous avez des extraits du diagnostic avec des préconisations. Au niveau des arbres présents, donc plusieurs tilleuls, pas mal de troènes en arbre, qui sont des arbres assez intéressants parce que un arbre qui est adapté à nos climats et qui reste persistant, mais qui a un aspect un peu assez léger finalement. Des érables planes, du laurier du laurier sauce qui avait pas mal poussé, des ifs aussi qui avaient énormément poussé. Mais malgré tout, on était sur une palette végétale assez tenue. Et puis, à part ce très beau tilleul, pas de sujet remarquable. Voilà, donc la première étape, ça a été finalement de faire appel à un élagueur et de lui demander d'intervenir dans un premier temps sur la parcelle. Hop, je vais peut-être juste revenir sur le plan. Je ne vous l'ai pas précisé quand j'ai présenté la parcelle, mais le projet de construction, étant donné la présence des EBC et de toute façon les obligations d'alignement, forcément le projet de construction, il vient se loger quelque part par là. Donc vous voyez la forme de la parcelle qui est un peu une sorte de goulet là, qui vient se resserrer côté rue. Ça, c'était une autre raison finalement de faire intervenir le paysagiste dès l'amont du projet et même en amont de la partie architecture. C'est qu'une fois que le bâtiment est construit, il va venir prendre, dans le projet en tout cas, dans les esquisses de projet, le bâtiment il vient de bord à bord. Donc il vient complètement verrouiller en fait, les accès à la parcelle. Si bien que tout ce qui est suppression de grands arbres, gros travaux de terrassement, ce qui va être une réelle question ici, vu la topographie, ne peuvent se faire qu'avant que le bâtiment soit construit.
Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie aussi en 2 temps, 3 temps quasiment sur ce projet. Le premier temps, je vous en ai parlé, c'est l'élagage. Le deuxième temps de la stratégie, c'est faire les gros travaux, c'est-à-dire les terrassements, les plantations de gros sujets. Après ça, vient le projet de bâtiment. Et une fois que le projet de bâtiment est réalisé, que les personnes, les commanditaires sont rentrés dans la maison, on peut venir faire les travaux finalement de finition, entre guillemets, les petites plantations. Hop. Voilà, donc une fois que l'élagage a été réalisé, nous, on a commencé vraiment notre mission de conception avec donc des temps d'échange avec les commanditaires et puis un travail qu'on a réalisé tout simplement sur la base d'images de référence dans un premier temps, d'images de référence sur la question de la mise en scène de la topographie, enfin nous des choses qui nous semblaient assez évidentes par rapport à cette parcelle, des images de référence sur la question des ambiances, sur la question des palettes végétales, pour finalement voir qu'est-ce qui pouvait les interpeller, sur quoi ils pouvaient accrocher ou pas, et du coup nous d'ajuster notre proposition derrière. Voilà, ici encore des images de référence sur les ambiances, sur les choix de typologie de végétation. Donc, à l'issue de ce premier travail sur la base d'images de référence, on a proposé un plan, un plan et découpe, une forme d'esquisse un peu aboutie. Le parti pris donc, sur ce projet, vous imaginez bien que c'est cette question de mise en scène de la topographie, avec toutes les contraintes qu'on a pu voir au préalable. Donc, la conservation des sujets les plus intéressants, déjà, qui donne forcément des points fixes aussi en termes de création de... Enfin, il faut qu'on respecte en fait les pieds d'arbres, sans quoi le végétal est mis en péril, si ce n'est pas le cas. Donc ça nous a donné tout un tas de points fixes. En fait, à chaque fois qu'on a un pied d'arbre, on a un point côté qui est un point fixe. Et il a fallu qu'on articule aussi nos travaux de terrassement en fonction de ça. Vous vous souvenez sur la coupe que je vous ai montrée tout à l'heure, et sur le plan topo, il y avait un talus très marqué à un endroit. Donc ce talus très marqué, grosso modo, il est dans cette partie-là. Donc notre souhait, c'était aussi de coller au maximum au terrain naturel, si bien qu'on aboutit à une proposition où finalement on a des terrasses qui sont très grandes dans la partie basse et qui sont beaucoup plus resserrées dans la partie haute. Ce qui peut paraître un peu contre-productif étant donné que le bâtiment donne sur la partie haute. Après, clairement, de créer une très grande terrasse ici, ça aurait signifié de faire des travaux de terrassement extrêmement importants, avec des soutènements aussi très très conséquents. Donc notre proposition qui était plutôt d'avoir finalement des lieux d'usage dans la partie basse du jardin, donc un peu plus éloignée de l'habitation, et quand même la proposition qui a été, je dirais, validée par les commanditaires. Voilà, donc somme toute un projet assez simple, vous le verrez ensuite sur les photos, avec ces petites terrasses au départ, des parties, donc ce qu'on a représenté là, de façon colorée, c'est un registre de plantation qui est plus horticole, en lien avec les soutènements, avec les restants qui sont créés. On va peut-être passer sur les coupes, voilà. Donc comme ça vous avez une vue peut-être un peu plus précise. Donc les restants qui sont créés ici, avec des jeux d'emmarchement. Et puis sur cette partie haute, des plantations un peu plus ornementales, avec un choix de gamme de couleurs en fait, qu'on a décliné, donc toujours en lien avec les choix des commanditaires. Et puis dans la partie basse, ces deux grandes terrasses qui peuvent devenir du coup des lieux d'usage pour du jeu, pour poser une table. C'est des petits détails, mais ça signifie qu'on a aussi amené un point d'électricité en fait, dans la partie basse du jardin pour pouvoir facilement avoir de la lumière autour d'une table potentielle. Voilà, donc là on retrouve la coupe. À un autre endroit, mais on est sur le même principe. Il y avait une volonté aussi des futurs habitants d'avoir des carrés potagers, donc on a trouvé aussi un endroit pour positionner ces carrés. Là, sur cette planche, donc l'illustration du travail sur la gamme végétale et sur le choix des couleurs.
par le végétal. Et puis, donc, un autre sujet qui est celui des clôtures. Alors, peut-être si je me remets voilà, sur ce plan-là. Donc, ici, là, on est délimité par un bâtiment et par un mur existant. Ici, on a le mur, la rue. Et là, en fait, on a une limite parcellaire qui est une limite nouvelle, puisqu'il y a eu la division, et une clôture à gérer en mitoyenneté avec la personne d'à côté. Ce qui a été très bien, c'est que donc, cette maison que vous voyez, qui a été construite dans les mêmes temps, en fait, les deux propriétaires ont pu s'accorder pour travailler la clôture de façon conjointe et avaient à peu près les mêmes envies. Donc pour la clôture, le souhait c'était d'avoir quelque chose qui soit quand même suffisamment costaud, mais d'avoir un vocabulaire assez naturel, entre guillemets. Donc ce qu'on a proposé, c'était d'avoir un système de clôture tressée. Vous verrez les photos ensuite. Donc un tressage de gaulettes de châtaignier, c'est quelque chose qui a été accepté par les deux propriétaires de chaque parcelle. Donc on a pu partir là-dessus, sachant que dans un premier temps, on a mis une clôture temporaire en ganivelle le temps des travaux. Voilà, hop, ça on va passer. Donc, pour le déroulé du projet, je dirais, une fois que tout ça a été entériné, nous, on a pu continuer notre mission et puis aller un petit peu plus dans les détails. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que notre mission, en tant que paysagiste concepteur, elle a été d'accompagner les commanditaires jusqu'à un certain point, mais on n'a pas fait le suivi des travaux. Donc, on les a accompagnés en fait, jusqu'au choix des entreprises. Et donc, on a eu un temps d'échange assez important avec l'entreprise qui a été retenue. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. Et voilà. Donc, les documents que vous allez voir, c'est plutôt des documents techniques, mais ça vous permet de voir tout simplement comment on travaille avec les déclinaisons de la palette végétale. Là, on arrive sur des plans de plantation, donc où vraiment on localise, je dirais, point par point les éléments qu'on va planter, les plans de terrassement. Voilà. Donc l'entreprise qui a été retenue, c'est la Maison du Bananier, qui est située à Couéron. Et bon, on les cite parce qu'on a fait un travail qui était quand même assez intéressant, je pense, avec eux. On a pu avoir un temps d'échange et ils sont vraiment appropriés le projet et ils ont fait des adaptations après. Je pense qu'ils ont vraiment compris l'esprit de ce projet-là. Et puis, ils ont pu réaliser les travaux, je dirais, sans qu'on soit là. Donc, je vais vous faire passer une série de photos de façon assez rapide. Actuellement, la partie architecture n'est pas encore terminée. Donc, les photos que vous allez voir, en fait, correspondent à la première étape, c'est-à-dire l'étape des gros terrassements, des soutènements, en fait, la structuration, l'ossature, en fait, du jardin. Donc, la partie, les finitions, elles vont venir plus tard. Donc vous avez des photos qui sont là en face chantier. Vous voyez qu'à l'arrière, le bâtiment n'est pas encore construit. Et comme je vous le disais, on est vraiment sur des choix volontairement de matériaux très bruts. Voilà. Donc je passe rapidement. Là, on se trouve en fait au niveau de l'escalier que je vous ai montré tout à l'heure, qui avait une petite lisse en métal. Donc finalement, c'est un projet qui est assez simple. On retrouve du bois, de la pierre, la structuration de la topographie et la conservation des grands arbres. Et puis cette clôture que vous avez recevée ici, là au fond, qui est en golette de châtaignier, qui est assez qualitative. Donc là, c'est les photos de chantier, on a la ganivelle. Et après, on passe sur le châtaignier. Voilà, donc ça c'était pendant le tressage. Les détails, vous voyez, on est vraiment dans cette logique d'adaptation au site, en fait. L'entreprise a beaucoup réemployé la pierre qui était en place pour constituer les emmarchements. Du coup, on a un travail qui est fait avec des matériaux bruts, mais qui est quand même assez fin. Et du coup, vous avez là une session de photos qui a été reprise donc il y a un mois à peu près. Donc vous voyez que la partie architecturale est en bonne passe de s'achever prochainement.
Vous voyez aussi que voilà, on est de nouveau dans le chantier, donc il y a des petites choses qui ont été endommagées sur les soutènements. Et puis ce travail en fait de contraste des matériaux qui est du coup maintenant compréhensible avec la présence de cette façade qui va être très très vitrée et qui vient contraster avec l'emploi du bois brut et des pierres en gros blocs. Voilà. Donc je vous ai présenté, j'espère de façon à peu près exhaustive, ce projet de jardin qui, vous l'avez compris, n'est pas encore tout à fait terminé. On va dire que le plus gros est fait. Il reste maintenant une appropriation des habitants et puis à compléter avec l'ensemble des plantations. Après, ce qui est intéressant aussi sur le fait qu'il y a eu un tout petit peu il y a eu un laps de temps finalement assez long sur le déroulement de ce projet, du fait aussi du déroulement du projet architectural qui a été assez long à mettre en place, si bien que les futurs habitants ont eu le temps aussi de voir comment vivaient les lieux. De voir comment vivait le jardin, notamment une fois que l'élagage a été fait. C'est-à-dire que maintenant, on identifie beaucoup mieux les zones ensoleillées. Donc par rapport à ça, eux, ils peuvent aussi peut-être repositionner. Les bacs potagers n'ont pas été encore faits, donc ils peuvent aussi les positionner en fonction de ça. Enfin voilà, il y a plein de petites adaptations qui vont se faire à la suite. Merci de votre attention. On va en profiter s'il y a peut-être tout de suite une ou deux questions pour Emeline sur ce sujet, sur ce projet. Vous pouvez lever la main. Oui. Quel est le coût de l'opération? Oui, alors, j'ai ressorti mon devis pour l'occasion. Alors là, j'ai le coût total. Ça va aller, je pense. Merci. J'ai le coût total, donc ça veut dire compris plantation de vivaces, donc des choses qui n'ont pas encore été réalisées. En TTC, on est à 37 000 €. On est à 37 000 € en TTC. Voilà. Et après, au niveau du phasage, je ne me souviens plus exactement, mais je dirais les premiers travaux qui ont été réalisés, on était autour, je pense, à peu près de 20 000 €. Travaux de terrassement, élagage, terrassement, soutènement, clôture, avec une clôture qui est quand même assez qualitative, qui a demandé pas mal de boulot à l'entreprise. Voilà. Non, mes honoraires sont à part et je ne m'en souviens même plus. C'est même pas que je ne veux pas les dire. Ouais. C'est une question. La durée de vie des marches en bois au contact de la terre, c'est relativement long en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas mal. On est sur du bois naturellement imputrescible. Donc c'est ce qu'on peut voir par exemple sur des aménagements en bord de mer. Donc là, je ne peux pas vous le dire puisqu'on n'a que 2 ans de recul là-dessus, mais bois naturellement imputrescible au contact de la terre, je dirais, c'est plus que ça. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais. Oui, on a des ouvrages en bois qui ont plusieurs dizaines d'années en fait. Ouais. Moi, j'ai une question sur le phasage, en fait, entre... vous expliquiez donc qu'il y avait une construction, donc qu'il fallait élaguer, donc que c'était plus pratique de sortir les choses avant. Dans le cas où on a la possibilité de faire ce gros œuvre, enfin d'éliminer les choses simplement, vous conseillez plutôt d'attendre de vivre dans la maison avant d'élaguer, avant de décider de couper des arbres, sachant dans un cas comme ça, voilà. Ou est-ce qu'on peut décider avant, on dit bon voilà, moi je coupe ça, ou j'élague. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Franchement, moi je pense qu'il y a, dans le cas où on est un peu contraint pour extraire tous les déchets végétaux potentiels, je pense qu'il y a quand même, et notamment sur ce cas-là où c'était très dense, ça me paraît inévitable d'intervenir dès le départ sur l'abattage et l'élagage d'arbres. Alors, j'ai peut-être pas précisé, mais cette première étape qu'on a fait d'élagage, on a fait appel à un élagueur professionnel dont on connaît le travail,
puisqu'on a fait un élagage doux. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on n'est pas venu scalper les arbres, quoi. C'était vraiment un élagage très doux et je pense que ça a été important. Mais moi, je trouve que c'est important de le faire dès le départ, même pour comprendre en fait les limites, quoi, et les potentialités du site. Ça me semble important. Et pour les EBC, est-ce qu'il est possible d'argumenter et de dire non, le plus bel arbre se trouve là, donc autorisez-nous à couper un autre arbre? Non, ma réponse est non. Non? Ouais. On a essayé. En fait, alors je dis ma réponse est non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que potentiellement, si je dis pas de bêtises, je pense que la métropole serait à même, lors d'une révision du PLU, de revoir l'emplacement de l'EBC. Je dirais preuve à l'appui, sauf que ça veut dire qu'il faut attendre une révision. Donc là, en termes de timing, c'est un peu compliqué. Donc, Laurence Robert, je suis paysagiste conceptrice depuis une petite vingtaine d'années. Donc, on a une toute petite agence qui s'appelle La Terre Ferme. On est 2. Et on habite à la campagne, entre Nantes et Rennes. On a un grand jardin parce qu'on a besoin, nous aussi, de jardiner et d'expérimenter les choses. On répond beaucoup à des marchés publics. On travaille beaucoup pour des collectivités, en fait. On répond aussi à des marchés privés, mais en fait, on fait très très peu de jardins privés. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, enfin, c'est un peu ce que disait Emeline. C'est au gré aussi des commandes et puis des hasards, mais on en fait très peu, mais on en fait un peu et on aime bien en faire. Donc, le jardin que je vous présente s'appelle La Jungle. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc c'est rue Dessay à Nantes, donc autant dire en plein cœur de Nantes. Donc c'est la rue Dessay, c'est vraiment c'est une rue qui date du 19e siècle. Enfin, donc cette maison, c'est une maison qui date du 19e siècle. C'est une très grande façade, très haute. Et cette maison, elle a un tout petit jardin au sud de 200 mètres carrés qui est enclos de murs. Et la maison est mitoyenne des 2 côtés. Voilà. Donc, je vais vous présenter selon 3 parties en fait ce jardin. Faire un jardin privé, c'est rencontrer des gens, rencontrer des habitants, c'est rencontrer un lieu. Ensuite, je vais vous présenter l'idée, le projet qu'on a mis en œuvre. Et ensuite, je vais vous présenter de façon pas tout à fait chronologique, mais opération par opération, le chantier de ce jardin. Alors tout d'abord, la rencontre. Donc, on est dans ce petit jardin de 200 mètres carrés. Ce qui est intéressant dans des jardins privés comme ça, par rapport à des commandes publiques ou même privées, mais plus importantes, c'est qu'il n'y a pas de programme qui est préécrit et qu'il faut qu'on respecte ou qu'on redéfinisse. En fait, c'est les gens qui... Enfin, s'il y a des architectes dans la salle, ils vivent la même chose. En fait, c'est les gens qui sont en fait pas très contents de ce qu'ils ont. Et ils vont nous expliquer ce qu'ils aiment pas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous racontent des histoires qui sont parfois très intimes, très personnelles, sur ce qu'ils attendent un peu. Alors, notre cliente, elle, nous a beaucoup parlé de son enfance en Lorraine. Elle nous a parlé des forêts de hêtres, du côté extrêmement vivant de la végétation, extrêmement la vitalité de la végétation là-bas. Et elle trouvait que son jardin était triste, qu'il ne se passait pas grand-chose. Et elle regrettait vraiment cette enfance et ses plantes. Donc elle voulait des plantes. Donc ça tombe bien, parce que nous, on aime bien les plantes aussi. Donc on était assez contents. Notre client, lui, est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au design. Donc il avait de très beaux meubles et de très beaux objets dans son salon. Il aime ces objets très soignés, dessinés jusqu'au moindre détail. Donc il nous a fait part de ça. Et il souhaitait aussi que son jardin soit éclairé comme une pièce de sa maison. Donc il y a une réflexion vraiment sur l'éclairage du jardin. Voilà, donc nous on aime bien aussi dessiner les choses jusqu'au moindre détail. C'est quand même un peu la compétence du paysagiste concepteur, de pouvoir dessiner vraiment très précisément les choses. Donc on était assez en phase. Et sinon, il y a des thèmes qui ont été abordés.
des sensibilités qui étaient communes, notamment à l'écologie. Donc, ils avaient envie de récupérer les eaux de pluie pour arroser leur jardin. Donc ça nous intéresse parce qu'on le fait systématiquement dans tous nos projets. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils souhaitaient faire. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous, on en a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose qu'on fait dans tous nos projets, ils étaient complètement d'accord, c'est la question du recyclage. C'est-à-dire que si on démonte des choses dans le jardin, plutôt que de les évacuer, et de les mettre, je sais pas, soit dans une décharge, soit dans une recyclerie, enfin dans une déchetterie plutôt, et essayer de les réutiliser sur place d'une autre façon. Essayer d'absorber les déchets comme ça qu'on peut produire, qui n'en sont plus du coup, qui sont utilisés différemment. Alors ça les a beaucoup intéressés aussi, donc il y avait plusieurs sujets comme ça qui nous mettaient d'accord, donc c'était plutôt bien. Ensuite, la rencontre avec le lieu. Donc, en fait, comme tout bon paysagiste, on fait un état des lieux, ce qu'on appelle un état des lieux ou un diagnostic. Donc, on voit tous les points positifs, tous les points intéressants que les clients souhaitent conserver, et puis les choses qui sont peut-être moins intéressantes, soit supprimées, soit améliorées. Donc, sur l'image du haut, à gauche, vous voyez une terrasse qui était, pour les usagers, jugée comme étant trop grande. En fait, finalement, ils l'utilisaient peu et ils n'étaient pas bien sur cette terrasse. En fait, on a imaginé évidemment que c'était la façade très haute qui n'était pas agréable. Comme ça, d'être juste attenante à cette façade, c'était pas un espace agréable à utiliser. Le bassin en plein centre du jardin est assez daté. Il date des années 80. Bon, il a une matérialité un peu triste en béton. Donc voilà, c'est triste, j'aurais pu mettre des guillemets, c'est ce que nous a dit notre cliente. Le bassin est triste. On a beau mettre des poissons, il ne se passe rien, c'est pas très intéressant. L'allée qui est importante sur la droite de l'image du haut, parce qu'elle permet d'accéder à un garage. On voit la partie verte là à gauche. Au garage, elle permet d'accéder à une porte au fond du jardin qui donne dans une rue au fond du jardin, et elle permet également d'accéder à une petite serre. On voit la porte vitrée blanche. Donc elle est importante, mais elle est jugée comme étant trop large par rapport à l'usage qui en est fait. Donc elle est mal dimensionnée. Voilà. Sur la deuxième image, il y a le premier gros sujet du jardin, c'est un laurier sauce qui pousse bien, qui est content. Mais bon, il prend beaucoup de lumière. Donc la fenêtre à gauche, la porte-fenêtre à gauche, c'est la cuisine. Donc il y a beaucoup d'ombre dans la cuisine. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et là, on voit la taille de la façade qui est quand même vraiment haute pour ce petit jardin qui a des murs de un peu plus de 2 mètres de haut. Donc il y a un petit problème quand même à résoudre d'échelle. Sur les deuxièmes images, donc... j'ai mis des plantes fatiguées. En fait, c'est des plantes qui sont un peu alignées le long du mur, qui sont taillées parce que forcément elles sont peut-être un peu grandes pour le petit jardin, donc il faut les tailler parce qu'elles prennent un peu de place. À droite, vous voyez le deuxième gros sujet qui est un prunus, qui prend aussi beaucoup de place et qui donne beaucoup d'ombre à ce tout petit jardin. Donc il y avait aussi la volonté de le tailler. Et sur l'image du bas, on voit donc une vieille gouttière qui part du mur de la maison et qui traverse comme ça tout le mur en pierre et qui arrive à un avaloir en fait. Donc ça, c'est potentiellement intéressant. On se dit que peut-être on peut se brancher sur cette gouttière pour récupérer les eaux de toiture de la maison. Et le gazon trop sage, en fait, c'est un gazon qui a le mérite d'être là, du coup d'être vert, mais en fait, ils vont jamais dessus, quoi. Donc voilà, ça fait du vert, il faut le tondre, mais bon, à part ça, il ne se passe pas grand-chose avec ce gazon. Donc, au regard de cette rencontre avec ces habitants et de cet état des lieux, nous, on va proposer une idée, un projet. Alors, on aime bien travailler en maquette. On fait toujours des maquettes en fait pour nos clients parce que, en fait, on comprend tout de suite le sens du projet avec une maquette. Alors, c'est pas une maquette, elle est faite à l'échelle, mais bon, c'est pas au centimètre près. Mais ça va donner la grande idée du projet. Donc là, je ne sais pas si on a été influencé par Royal Deluxe ou quoi, mais on a imaginé une caisse qui serait tombée du ciel
plutôt vers le fond du jardin et qui, en tombant, aurait disséminé plein de plantes tout autour d'elle. Et cette caisse serait devenue une terrasse, en fait, donc en retrait par rapport à la façade. Donc du coup, on regarde sa maison, on est à l'intérieur du jardin, on n'est pas coincé contre sa façade. Elle est ombragée par le prunus qui est au fond. Voilà. Et la deuxième grande idée du projet qu'on voit sur cette maquette, c'est on conserve l'allée qui va au fond du jardin. Cette allée, elle est animée avec des bacs qui sont alimentés par les eaux de pluie de la gouttière qui court le long du mur sur la partie gauche de la maquette. Donc, on fait des maquettes, mais on fait aussi des plans AutoCAD. Donc, les plans AutoCAD, c'est des plans qui sont des plans vraiment techniques qui permettent de mesurer les choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, souvent, c'est des plans qu'on ne présente pas tellement aux clients, enfin, sauf s'ils ont envie de les voir, mais c'est des plans qui sont plus destinés aux entreprises. Donc, voilà le plan du projet. Elles sont destinées aux entreprises parce que c'est des plans qui permettent de quantifier, de mesurer les choses et du coup de les chiffrer. Donc, on voit la terrasse en bois, au fond, et on voit des matériaux, des pavés et puis des pierres qui ont été réutilisés pour fabriquer des terrasses et des cheminements. Donc, le cheminement qui va au fond du jardin et un seuil qui permet de desservir la serre, le petit escalier qui mène au fond du jardin, à la petite porte, et l'escalier qui descend au garage. On voit aussi les bacs. Donc d'autres dessins un peu techniques. On dessine tout, on dessine tout dans le moindre détail. Donc là, vous avez la décomposition en haut du dessin de la terrasse. Donc les plots béton qui sont scellés. Ensuite, les lambourdes qui sont posées sur les plots. Les montants qui sont posés sur les lambourdes. Les cales au milieu des lambourdes qui sont larges. Elles font 3 mètres de large, donc pour qu'il y ait un bon parallélisme des cales au milieu, les cales des bancs, la pose des bancs et enfin le plancher de robinier. Donc tout est décomposé pièce par pièce, donc toujours pour les entreprises qui vont quantifier tout et mesurer. Et en bas, vous voyez une coupe, une élévation qui est cotée, parce que chaque pièce, évidemment, est mesurée, hauteur, largeur, profondeur, toujours pour le chiffrage. Donc je vais vous présenter maintenant le chantier. Donc c'est pas tout à fait chronologique, mais je vais vous le présenter vraiment opération par opération. Donc la première grosse opération, c'est le démontage du bassin en béton, comme vous pouvez voir. Donc ce qui était bien, alors sur ce projet-là, on a fait appel à 3 entreprises. Il y avait 3 lots différents. Donc un lot jardin. Le lot jardin s'occupait donc de la petite maçonnerie, c'est-à-dire la réalisation des cheminements. La réalisation de la terrasse en bois et des plantations. On était assez contents que ce soit une seule entreprise, parce que en fait, pour l'organisation du chantier, sur un espace de 200 mètres carrés, c'est quand même assez important qu'il y ait peu d'entreprises qui aient à cohabiter. Le deuxième lot, c'est un lot zingri. Donc, c'est des zingueurs qui sont venus pour les gouttières et la question de la récupération des eaux de pluie. Et le troisième lot, c'est un lot éclairage. Donc là, c'est le lot jardin qui est à l'œuvre avec sa mini-pelle et qui casse en fait le bassin. Mais au lieu d'évacuer les gravats, en fait, ils sont concassés sur place et ils forment le fond de forme en fait de la terrasse en bois. Ils sont posés pour faire comme un hérisson en fait, pour poser la terrasse en bois dessus. Donc on a tout réutilisé. On a réutilisé tout le béton, on n'a rien évacué. Et finalement, c'était pas visible et ça permettait d'assainir comme ça le fond. La deuxième opération, c'est le chantier de la petite terrasse. Alors en fait, cette petite terrasse, elle est située devant la cuisine. En fait, les clients souhaitaient quand même pouvoir mettre un petit guéridon pour prendre un café sans manger là, simplement pouvoir se poser quelques instants, boire leur café. Donc voilà, donc on a décidé de faire une petite terrasse. Donc vous voyez à gauche le démontage de la terrasse en dalle qui était posée en opus incertum. Donc ça aussi, c'est quand même un peu daté comme façon de poser des dalles. Et puis ça ne plaisait pas tellement aux clients non plus. Donc on a fait on a procédé d'une autre manière.
Et sur la droite, vous voyez la construction de cette petite terrasse avec les pavés de l'allée trop large et les dalles, mais cette fois-ci posées sur la tranche. Donc vous avez à droite la petite terrasse réalisée devant la cuisine. Donc la troisième opération, c'est l'allée en pavé. Donc vous voyez que tout a été démonté en fait. L'allée entière est stockée. Sur l'image de droite, vous voyez l'allée qui est redimensionnée, qui est beaucoup moins large. Mais du coup, il nous restait plein de pavés. Donc cette image, elle est intéressante pour montrer qu'on dessine des choses au début d'un projet. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on fait les choses, on continue de discuter avec les clients, évidemment. Ils sont toujours là, on continue d'avoir des échanges. Et y a des choses qui se décident. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces pavés ? Ils sont quand même très beaux. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir circuler dans toute la jungle avec des pas, en fait. Donc, et cette image aussi, donc là, c'est Sébastien Argan, qui est mon collègue. C'était pour vous montrer qu'on aime bien, nous, participer aussi au chantier. Donc, on fait pas tout et on fait ça en bon entendement, évidemment, avec les entreprises, mais on essaye toujours une demi-journée ou une journée d'être là et de participer. Notamment avec les clients aussi. Enfin, on aime bien mettre la main à la pâte. On trouve que c'est toujours des moments hyper conviviaux, où on échange beaucoup et c'est très. On fait ça systématiquement. Donc là, moi, je suis en train de travailler sur les plantes. Vous voyez le positionnement du coup. Alors voilà, tout ne se dessine pas non plus. On les a positionnés. Les pavés sur place pour voir voilà, ce qui marchait quand on fait un pas, combien il faut, pour pouvoir vraiment aller partout dans le jardin. Est-ce qu'on en met 4, est-ce qu'on en met 3, est-ce qu'on en met 2 ? Ça se dessine pas, ça se fait en fait. D'où l'importance du chantier. Donc voilà une photo un peu vue d'en haut avec tous les pas, presque tous les pas qui sont réalisés, qui sont posés à fleurs. Donc ensuite, l'élément terrasse bois. Donc là, je vous ai un peu décomposé les différents, comme vous avez vu sur le petit dessin. Donc les scellements béton avec le coffrage, les différents scellements béton. Ensuite, là, vous voyez déjà les lambourdes qui sont posées, qui sont vissées sur les plots de scellement et les montants. Les montants du banc. Il y a déjà une partie du banc qui est posée. Là, vous avez une vision un peu plus éloignée qui permettait de voir l'emprise de la terrasse dans le jardin. Et la terrasse, c'est fini. Là, vous la voyez complètement terminée. Elle est réalisée en robinier faux acacia, qui est un arbre qui est naturellement imputrescible. Il est classe 4. Donc, c'est un bois qui vraiment tient très longtemps à l'extérieur. Ensuite, on fait appel au lot zingri. Donc là, on voit le zingueur qui est avec son niveau sur le mur en pierre et qui veut positionner en fait sa gouttière. Alors pour que la gouttière puisse se charger en eau, il faut qu'elle soit pratiquement posée à l'horizontale. Donc voilà, il est en train de faire ça. Donc voilà la gouttière et on a choisi de mettre des gargouilles en fait pour cracher l'eau dans les bacs en galva. Il y a un petit détail là sur la gouttière, c'est la grille qui est posée dessus pour éviter l'encombrement des feuilles mortes. Enfin, ça paraît être des détails, mais en fait c'est hyper important de devoir enlever ces feuilles tous les ans, c'est un peu embêtant. Donc on voit les raccords, le travail du zingueur, et puis voilà les bacs terminés avec la gargouille, et puis des plantes qui commencent à s'installer, enfin qu'on a commencé à installer, ici le Pontederia cordata. Alors, on passe au lot lumière. Alors, le lot lumière, c'est évidemment une fois que tout est fait. Donc, pour la terrasse, pour insister sur cet objet qui est un peu posé comme ça dans le jardin, on a choisi un spot type découpe théâtre. En fait, c'est tout simplement un spot qui a des volets qu'on peut orienter et du coup, il peut éclairer uniquement de façon très précise cet objet. Donc, il a été accroché dans le prunus. Sinon, il y a d'autres types d'éclairages qui ont été choisis dans les bacs d'eau, donc des éclairages immergés, des éclairages qui sont posés
contre le mur pour l'éclairer, donc qui affleure les pierres. Et vous voyez en bas de l'image des éclairages qui sont encastrés dans la terre et qui éclairent en fait toute la jungle. Voilà pour le lot éclairage. Alors après les plantes, donc c'était quand même un gros sujet parce qu'on voulait quand même faire une jungle. Donc évidemment, alors on a gardé toutes les plantes du jardin, évidemment, hein, on voulait faire une jungle, donc on n'allait pas s'amuser à supprimer des plantes. Donc là, vous voyez des plantes qui sont en jauge, ils avaient déjà un peu des plantes aquatiques dans des petits bassins. Cette image, je vous la montre parce qu'on voit l'élagage, le produit de l'élagage du laurier sauce à droite. Donc cet élagage a été broyé en fait. Toutes ces branches ont été broyées pour faire le paillage du jardin. Puis il y en a qui a été rajouté aussi parce qu'il n'y avait pas suffisamment de broyat pour le paillage du jardin. Sur ces deux images, sur l'image de gauche, on voit qu'on a pas mal de chance parce qu'il se trouve qu'on avait pas mal de terre végétale dans ce jardin. Parce que c'est un peu la surprise à chaque fois. Hein. Parfois on a 20 cm, parfois on a 40, parfois on a 60. Donc là, il y avait une assez belle terre et qui a été pas mal remuée parce que vu qu'on a quand même un peu tout démonté, on ne l'a pas retournée et tout, mais elle a été un peu bougée, quoi. Et sur la droite, vous voyez le paillage qui pour l'instant est en tas et qui est très important. On paille sur au moins 10 cm. Et ici, vous avez les plantes. Alors, le jardin en tout, il fait 200 mètres carrés. On a mis 670 plantes en tout. Il y a plus de 70 variétés différentes. Alors, là aussi, on n'a pas de plan de plantation. On a fait des zones, en fait. Et là aussi, sur un petit espace comme celui-là, c'est quand même plus intéressant d'aller sur place et de positionner les plantes avec les clients d'ailleurs. Donc en fait ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mis quelques arbustes, donc il y a 4 petites buttes en fait, avec des arbustes, et puis sinon des plantes de terrain sec, parce qu'il se trouve que ce terrain est assez sec, des plantes d'ombre, et puis des plantes aquatiques. Donc il y a 5 à 6 plants au mètre carré qui ont été positionnés. Donc ça, c'est les plantations là, elles ont été faites au mois de mars. Et sinon, ce que je peux vous dire aussi sur les plantes, c'est qu'on a utilisé des vivaces en touffe et non pas des vivaces qui colonisent. Parce que les vivaces qui colonisent, en 2-3 ans, il n'y avait plus trop de jardin, quoi. Ça aurait été une jungle, mais un peu trop dense. Alors que des vivaces en touffe sont des plantes beaucoup plus sages, en fait, qui grossissent du pied. Et si on veut les diviser, il faut les déterrer et casser la souche. Alors on arrive beaucoup mieux à maîtriser ces plantes parce que c'est vrai qu'on veut faire une jungle, mais on a quand même un tout petit jardin, quoi. Donc on n'a pas du tout utilisé des plantes qui colonisent. Par contre, on a utilisé des vivaces, non pas des vivaces justement, des annuelles, des bisannuelles ou des pluriannuelles qui sont des plantes qui se ressèment beaucoup, mais par contre qui sont beaucoup plus faciles à maîtriser que des vivaces qui colonisent parce que c'est très facile à arracher, quoi. Donc ça c'est au mois de mars et au mois de mai, voilà ce que donnait le jardin. Il a bien pris, il y a eu une très grande vitalité parce que la terre a été remuée, elle a été comme revitalisée et puis il y a eu ce paillage de 10 cm qui l'a bien nourri. Donc là on voit des plantes, les jaunes là ce sont des molènes qui sont des plantes qui se ressèment très bien et les violettes ce sont des Verbena bonariensis qui se ressèment vraiment bien aussi. C'est elles qui poussent rapidement. Donc là on voit la terrasse en entier qui est avec son mobilier de jardin dans sa jungle. Et voilà une photo depuis la terrasse avec les plantes entre la façade et cet espace de vie dans le jardin. Voilà. Je vous remercie. Merci. On va aussi prendre 2-3 questions, s'il y en a tout de suite sur le projet de Laurence. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question que j'avais pour la paysagiste précédente, mais je vais la poser aussi également à ce moment-là. On a parlé du coût de travaux, donc ça m'intéresserait aussi d'avoir le coût de travaux pour ce jardin, mais aussi le coût études. Voilà, savoir comment les paysagistes vous arrivez à vous rémunérer sur ces jardins.
qui ne doivent pas forcément être soumis aux mêmes règles que les marchés publics, c'est plus simple, on va dire. Donc là, comment vous procédez pour vous rémunérer correctement sur ces projets? Alors, le coût du jardin, en comptant les honoraires, c'était 34 000 euros. Les honoraires, c'était 6 000 euros. Donc, c'est pas comme les architectes où c'est un pourcentage du montant des travaux. Parce que on est souvent dans l'économie, nous les paysagistes, on essaie d'utiliser des matériaux pas chers en fait. Donc si on se met au pourcentage, c'est pas pour ça qu'on passe moins de temps en fait à dessiner. Donc en fait, on évalue le temps que ça va prendre. Donc on fait un forfait en évaluant le temps qu'on va passer pour l'étude. On fait pas de pourcentage au montant des travaux. C'est comme ça qu'on procède. Moi, j'avais une petite question technique. Comment vous faites pour alimenter plusieurs bassins avec une seule gouttière pour que toute l'eau de la gouttière soit pas prise par le premier bassin, en fait? En fait, elle se charge en eau, comme elle est quand même légèrement en pente. Elle n'est pas horizontale, elle est légèrement en pente et elle se charge en eau. En fait, ça marchait. Alors, légèrement en pente, ça fonctionnait, elle se chargeait en eau et ça arrosait tous les bassins. Après, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on n'est pas relié à un avaloir. En fait, ça marchait en trop-plein. Donc, ça débordait quand il y avait trop d'eau. Mais tous les bassins étaient... Je ne suis peut-être pas assez ingénieur pour vous répondre, mais... Si, par exemple, il pleut un peu, il n'y a que le premier bassin qui est alimenté. Le premier bassin, oui, qui est alimenté. Ouais. Mais il pleut pas souvent un peu à Nantes. Ouais, c'est vrai. Mais il était plus grand, vous avez vu. Bonsoir à tous. Martin Bédier, du coup, paysagiste concepteur de l'agence Phare. Alors l'agence Phare, c'est une agence pluridisciplinaire. Nous ne sommes pas que paysagistes, nous sommes également architectes et architectes navals. Donc voilà, on est au départ convaincus un peu de la pluridisciplinarité au sein de nos professions, et notamment de cette grande profession qu'est l'architecture et qui rassemble différents domaines. Et au travers de nos projets, on aime à croiser ces différents domaines et ces différentes compétences. Aujourd'hui, l'agence Phare regroupe une équipe d'une dizaine de personnes, avec une agence à Paris et une agence à Nantes. On va parler dans un premier temps d'un projet qui est en plein centre de Nantes, dans le quartier de Toute Z, qui est un patio. Alors un patio, pour le coup, on est vraiment entre le paysage et l'architecture. La particularité de ce projet, ça a été d'abord une rencontre, comme on a pu l'évoquer, avec des commanditaires qui arrivaient tout juste dans la région nantaise, qui déménageaient, mais qui avaient un petit peu l'habitude de mettre en concurrence. Alors on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est des personnes qui, pour faire appel à un paysagiste, ont voulu mettre en concurrence, faire un petit concours, en fait, un petit peu comme un marché public. Ils ont fait appel à 3 paysagistes différents. Ils nous ont demandé de faire un concours sur esquisse. Et puis suite à ça, faire le choix avec quel paysagiste concepteur travailler. Et donc, avant de rendre ce concours, il a fallu d'abord se rencontrer. Se rencontrer, c'est le moment primordial également pour moi dans ce travail, parce qu'il s'agit de comprendre la famille ou les gens, comprendre leur manière de travailler, comprendre leur manière de vivre surtout, voir ce qu'ils aiment, rentrer dans l'intimité, on l'a déjà évoqué, et c'est surtout sur cet échange-là qu'on peut nourrir le projet. Alors voilà, quelques photos de l'existant. Donc c'est un loft dans le centre de Toute Z. Vous voyez sur différents étages, c'est un ancien garage qui a été réaménagé de manière très moderne, mais en même temps très sobre dans un premier temps. Vous voyez, tous les murs sont blancs. Ils ont voulu travailler le patio, mais également l'intérieur. Donc on a travaillé avec eux sur des matérialités aussi sur l'intérieur pour réchauffer. Donc là, on est vraiment sur l'état existant quand on s'est rencontrés avant la réalisation des travaux. Et donc, on est dans le salon, la cuisine est un petit peu à gauche, et du salon, vous rentrez dans ce patio, par la partie supérieure du patio, où vous avez une première terrasse, qui est vraiment la terrasse qui donne depuis le salon. Et puis de cette terrasse, qui est un petit peu supérieure, on surplombe un patio un petit peu plus profond, avec une pièce qui est surtout un petit peu plus grande, sur laquelle donnent les chambres. Vous voyez.
Et donc là, à contrario des projets qui ont pu être présentés, on part un petit peu d'une page blanche. On n'a pas d'arbres existants, on n'a pas un terrain, on a par contre un diagnostic quand même à réaliser. Alors ce diagnostic, il est surtout sur les vues. Comment on donne à voir ce patio? Alors ce patio, il est donné à voir par les fenêtres des chambres, la fenêtre de la cuisine, la porte-fenêtre qui rentre depuis le salon. Et donc c'est dans cette manière de questionner la manière de vivre qu'on va arriver à dessiner ce patio. Comment est-ce que les gens vivent le salon? Est-ce que pour eux, le salon est un prolongement de l'espace extérieur? Est-ce que depuis la fenêtre de la salle de bain, ils souhaitent voir une végétation luxuriante? Est-ce que depuis les chambres, ils veulent être dans le patio? Ils ont également des enfants. Est-ce qu'il y a une question ludique de ce patio? Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions qui fait qu'une discussion est importante et riche d'échanges et où on aboutit à des usages et à une manière de vivre l'espace. Et on cherche à définir justement ces espaces de vie, ces espaces d'usage. C'est ce qui fait la richesse d'un projet. Parce que pour nous, le projet, un jardin, c'est le thème de ce soir, un jardin est un espace à vivre, qui est certes à regarder, à voir, mais surtout à vivre. Et donc, on cherche à créer des espaces de vie, à jouer avec les volumes. Et notre magie, c'est de jouer avec les volumes, avec les matériaux et avec le végétal. On arrive donc à une proposition. Donc là, on était à l'échelle du concours où on vient soumettre des éléments d'esquisse qui sont dessinés. Alors, on aime à dessiner avec une touche un petit peu à la main, mais retravaillée aussi, qui donne, on l'espère, envie, en tout cas aux commanditaires, de projeter dans le jardin, en même temps de permettre de se dire, ben voilà, ça donne une première image de ce que pourrait être ce patio. Alors, comme je vous l'évoquais, le but, c'est de se dire comment est-ce qu'on vit les différents espaces de vie. On a d'abord réfléchi à une échelle du quotidien, qui est la terrasse supérieure, qui donne depuis la cuisine et le salon, qui vraiment est utilisé tous les jours. Alors là aussi, il y avait plusieurs volontés. Il y avait cette volonté de se restaurer, c'est-à-dire de manger quotidiennement le soir en famille autour de cette terrasse, mais également d'avoir une petite table, en tout cas un petit espace qui est le matin pour boire son café, mais qui est différent de la table là où on mange. Donc ça, c'était vraiment l'échelle d'en haut. Et la dernière particularité, c'est qu'ils souhaitaient également un petit espace de potager urbain, de manière à avoir des aromatiques pour faire la cuisine, qui devait se situer aussi sur cette terrasse supérieure. Et puis le deuxième espace, qui est donc ce patio un petit peu plus grand, il y avait une vraie volonté de casser cette hauteur, cette verticalité, parce qu'en fait, ce patio, vous vous êtes rendu compte sur les photos, on a peut-être été un peu vite, mais on a un mur qui fait 7 mètres de haut. Donc, c'est un pignon un peu dur aujourd'hui, en crépi, simple, qui faisait qu'on se sentait un peu perdu au milieu de ce patio. Le but, c'était de recréer un cocon, de recréer une échelle plus humaine, et en même temps, depuis la terrasse supérieure, commencer un peu à tutoyer le végétal. Donc, ramener des gros sujets qui permettent de à la fois qualifier ce patio, lui donner du volume et retrouver une échelle plus humaine. Ce patio a du coup plusieurs particularités. La première, ça a été de vouloir recevoir. C'est des gens qui font beaucoup de réceptions et donc avoir un espace de détente assez grand pour faire autour d'un brasero, avoir un espace de réception, mais voilà, aussi de détente. Et puis, il voulait tout de même garder, depuis la sortie des chambres, donc en fait, on a une sortie ici, on a une sortie ici, une coursive qui permet de rejoindre les deux chambres par l'extérieur, sans avoir, entre guillemets, à empiéter sur le patio. C'est-à-dire que c'est une famille qui ont des enfants. Ils souhaitaient aussi pouvoir recevoir des personnes, tout en permettant que les enfants jouent sans pouvoir être au milieu, forcément, de la réception. Et puis, comme je vous le disais, cette volonté de donner à voir, depuis la salle de bain, qui avait une fenêtre ici, un sentiment de prolongement végétal. Donc d'être sûr, là on a une CP, vous verrez, qui est assez volumineuse, qui permet, depuis la douche, de sentir un espace végétal, même si on est en plein centre-ville. Et donc, en appui de ce plan
qui explique, on essaye de projeter de manière un petit peu graphique et artistique. C'est aussi, je pense, notre métier de vous faire, entre guillemets, un petit peu rêver dans votre projet, d'essayer de donner à voir ce projet, que les gens essayent de se l'approprier et de se projeter. Alors l'idée, c'est d'avoir une base de réflexion sur laquelle on amende et on discute. Jamais on propose quelque chose et on dit voilà, c'est à prendre ou à laisser. Bien sûr que non. Mais ça permet d'esquisser les grandes lignes. Voilà. L'idée donc a été, pour retrouver de la chaleur, de casser cette grande linéarité avec des matériaux qui sont de la pierre, du bois, et beaucoup de végétal, surtout. Alors, vous verrez qu'il y a les grandes lignes du projet, c'est-à-dire on fait un grand mur en parement, des grands murs en bois, mais on a aussi jusque dans le détail. Et c'est surtout dans les petits détails qui font la qualité des beaux projets. Et donc, les détails, ça peut être de l'éclairage. On a eu une réflexion d'éclairage aussi, vous le verrez sur ce sujet. Mais également, vous verrez ici, il y a une petite marche, une petite nuance, qui est une marche de 10 cm, qui permet de recréer un volume dans Spatio et qui permet de dissocier justement cette coursive de l'espace de patio. Et cette petite ligne de 10 cm, on l'a soulignée avec un petit végétal qui est du thym. Et ça fait une petite bordure verte, peut-être sobre et simple, mais en même temps élégante, ce qui fait qu'on reconnaît la qualité, à notre sens, des petits détails que les gens apprécient. Alors, en même temps que donc, ces esquisses donnent des palettes d'ambiance sur base d'images de référence, on l'a déjà évoqué, qui permettent de se dire, voilà, on se projette un petit peu. Donc là, on souhaitait donc amender cet esprit autour du brasero, une assise en bois. Alors les clients étaient très à cheval, enfin, disons que c'était une vraie volonté d'avoir une banquette qui flotte, entre guillemets, de sentir un banc qui n'a pas de structure. Donc, on a trouvé des images de référence et vous le verrez par la suite, la réalisation. Donc là, on est sur la réflexion d'habiller ces murs de manière à casser cette verticalité avec du bois, avec de la pierre, avec du végétal. Et puis, notre travail peut aller aussi jusqu'à choisir des mobiliers. C'est-à-dire que pour ces clients-là, on a été jusque dans le choix des mobiliers. C'est vraiment un projet où on est parti de rien et on a fourni un conseil du début jusqu'à la fin. Voilà, donc là on arrive entre guillemets à la fin de cette étape, donc là avec la palette d'ambiance justement végétale, luxuriante. On n'est pas dans le choix des essences tout de suite, des plantes, mais on est bien sur une ambiance globale, de manière à faire rentrer, de commencer à esquisser le projet. Et donc là c'est toute cette phase, cette première phase qui est la phase de conception, où on essaye de créativité, où on échange ensemble sur la créativité du projet. La réalisation d'un projet global se fait en 3 phases. Cette première phase, qui est du coup la phase de conception, on échange beaucoup ensemble, et puis on va passer à la seconde phase, là, qui est la phase plus technique. Alors on en a déjà un petit peu esquissé tout à l'heure sur le second projet, où on vient décrire graphiquement, mais également à l'écrit, c'est-à-dire qu'on fait un cahier des charges techniques écrit de rédaction. Étant donné qu'on ne réalise pas les travaux parce que nous sommes des paysagistes concepteurs, on veut s'assurer de la bonne réalisation des travaux. Et à ce titre, il me semble, en tout cas nous à l'agence, il nous semble très important de décrire, de vraiment prendre du temps sur cette phase projet technique, de rentrer dans les détails précis, parce que plus on n'aura pas assez de temps sur cette phase de projet technique, moins on aura de surprises sur le chantier. Et d'expérience, on aime les surprises en chantier, mais pas trop, surtout pas les commanditaires ou les clients. Et donc, les entreprises aiment aussi avoir des plans précis, avoir des cotes précises. Et c'est pareil, les clients, en même temps que le projet se fait ou se construit chez eux, du coup, ont ces plans. Moi, j'aime leur donner ces plans parce que c'est aussi le fruit de notre travail. Ça permet aussi de voir quel est le travail et ce pourquoi vous faites appel à un paysagiste concepteur. Et ça vous permet de suivre, parce que nous, on n'est pas tous les jours chez vous pour suivre les travaux. On vient 1, 2, 3 fois par semaine au gré des chantiers. Et donc, du coup, le client, le soir, quand il rentre, il voit l'évolution de son chantier. Et je trouve ça assez grisant.
Et donc, vous voyez, donc, que ce soit les plans, que ce soit les coupes, les détails. Donc là, on l'a déjà évoqué, mais on rentre dans le sujet. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a une question qui était, par exemple, le rapport comment vit la Terre quand elle est collée au bois. Et bien là, par exemple, sur un sujet comme ça, on demande à l'entreprise de mettre un delta MS. Donc, c'est, si vous voulez, un géotextile qui est entre le bois, alors là en l'occurrence c'est du parpaing, hein, mais entre le parpaing et la terre, qui permet justement de préserver le matériau. Et c'est tous ces petits éléments-là qu'on va décrire et que nous, en tant que paysagistes concepteurs, on apporte cette expertise et surtout on s'assure de cette bonne réalisation. Parce qu'il ne s'agit pas de sortir un beau projet le jour même, et c'est tout, j'ai envie de dire, l'aventure du paysage plutôt que de l'architecture, entre guillemets, c'est qu'on est avec du vivant. Et on aime travailler avec le vivant et que nos projets vont évoluer dans le temps. Et on veut s'assurer surtout de l'évolution dans le temps de nos projets. Donc vous voyez, on va décrire un petit peu tout ce patio, tous les détails, jusqu'à voilà, ce banc, par exemple, dont je vous parlais. On a cette volonté de faire flotter ce banc. Donc on a dû réfléchir à la structure du banc, donc la structure primaire, la structure secondaire, le choix de l'essence. Il a fallu structurer plus fortement justement cette armature en béton derrière, de manière à pouvoir retenir le poids de ce banc. Voilà. Mais c'est tout ce travail précis qu'en général les clients aiment aussi voir, parce que les gens s'intéressent à ce qui se passe vraiment chez eux et où on définit le projet dans la globalité. Et suite à ça, on fait appel donc à des entreprises. Alors nous, on aime bien travailler avec des entreprises qui font la plupart des travaux. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop allotir sur différents sujets, mais avoir un interlocuteur principal qui s'occupe d'une bonne partie des travaux. Alors là, c'est pareil, j'ai à cœur de citer les Jardins de Galie. C'est l'entreprise qui a réalisé les travaux pour nous, parce qu'ils ont très bien travaillé et on travaille régulièrement avec eux. Et donc nous, en tant que paysagistes concepteurs, on vient s'assurer de la bonne réalisation des travaux 1 fois ou 2 fois par semaine. Alors là, je n'ai pas les images en chantier, parce que ça ne rendait pas forcément très bien. Ça vous permet de vous projeter. C'est un chantier, globalement, pour vous en dire 2-3 mots, qui a duré 3 mois et demi. Donc, il y a d'abord eu tout un travail sur le parement. Donc, vous voyez, il y a tout un mur qui a été paré en pierre, de manière à ramener un peu de chaleur. Tout un mur qui a été mis en bois, en réponse à l'opposé, donc qui est dessous la terrasse, qui est sous la terrasse, qui est également en bois. Et donc, voilà. Donc, ces matériaux qui sont du bois, de la pierre et des végétaux. Alors, les végétaux, on a 4 grands sujets. Un laurier rose, un Betula alba, donc un bouleau, un mélanchier et un grand arbre de Judée. Là, pour la petite anecdote, vous vous doutez bien qu'on est sur un patio, on est en centre-ville, on n'a pas d'accès réel pour l'ensemble des matériaux de ce chantier. Alors il a été question de gruter, de poser une grue dans la rue de manière à apporter les végétaux. C'était vraiment une volonté très très importante du commanditaire d'avoir des très gros végétaux tout de suite. Et finalement, gruter s'avérait très complexe parce qu'il fallait qu'on passe au-dessus du garage. Vous avez vu, il y a des armatures métalliques. Et donc, on a dû passer par le garage et par une pièce, par une chambre, en fait. Donc, protéger cette chambre. Et la contrainte était finalement d'avoir les gros sujets maximum qui passent par les ouvertures de la porte. Et donc, voilà un petit peu le résultat de ce patio. Vous voyez donc ce petit détail que je vous signifiais, qui est ce petit détail de ligne de thym, qui pour nous apporte une petite fraîcheur et un petit plus au projet. Et donc là, c'est la terrasse supérieure avec une jardinière et donc des aromatiques. Et l'olivier, qui est le seul élément qui était présent et que du coup on a conservé, mais qu'on a monté sur la terrasse, de manière à mettre en distance par rapport à la petite table pour prendre le café le matin. Donc voilà, c'est ce premier projet dans le centre de Nantes.
Et puis, je peux évoquer un deuxième sujet qui est donc à Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, c'est en Sud-Loire, dans le vignoble. On est là, pour le coup, avec des clients qui sont dans une autre démarche. Ça fait 10 ans qu'ils ont investi ce corps de ferme et qu'ils l'ont complètement rénové, réhabilité par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait tous les travaux à l'intérieur depuis 10 ans. Donc, c'est des gens qui connaissent, entre guillemets, le chantier, qui connaissent les travaux, qui ont une certaine appétence pour ça, pour la décoration aussi, mais qui souhaitaient, pour finaliser finalement ce projet de 10 ans de projet d'aménagement de maison, faire appel à un paysagiste pour mettre notamment une piscine et donc aménager le jardin. Mais la commande était vraiment orientée sur cette piscine autour d'une dépendance de ce corps de ferme. Alors là, plutôt que dans la réflexion du patio, où on partait d'une page blanche et où il fallait écrire une histoire, là, notre travail de paysagiste, il a été plutôt de s'effacer. On est dans un cadre avec une bâtisse qui est déjà présente, qui est très belle. Alors, on en rigolait tout à l'heure avec Emeline. C'est vrai qu'on a toujours tendance, les paysagistes, à prendre les photos d'existants à l'automne quand il pleut et de vous montrer des photos de projet l'été quand il fait beau. Mais cette bâtisse avait un vrai cachet. Donc ça, c'est la dépendance de la maison. Et donc nous, il me semblait important, au regard de cette dépendance et puis de la réhabilitation de la maison qu'ils avaient fait, de venir insérer cette piscine, mais de manière la plus sobre possible. C'est-à-dire que notre travail devait quasiment même pas se voir, c'est se fondre dans l'existant, parce que l'existant est déjà magnifique. Donc là encore, on travaille de la même manière, avec des phases d'esquisse, puis une phase de projet technique, puis une phase de suivi de chantier. Donc là, c'est l'esquisse qu'on leur a proposée. Donc, comme je vous disais, donc, tout ça, c'est la partie d'habitation, avec une première arrière-cour où ils vivent, là encore, à l'échelle du quotidien, donc avec une table pour déjeuner, c'est une famille nombreuse. Et puis une deuxième cour avec une allée pour la voiture, avec un garage au bout, et une dépendance, là, avec cette volonté de l'orienter autour de la piscine, avec ce qu'on appelle un pool house, entre guillemets, et donc requalifier cette façade et venir insérer une piscine de manière discrète. En tout cas, c'était notre souhait. Donc voilà un petit peu l'idée. La bâtisse au fond, c'est pareil, des clôtures, un érable qui était magnifique. Et donc, on a rajouté des hortensias pour garder le caractère atypique de ce corps de ferme de centre-bourg. On vient nettoyer cette façade de dépendance, l'ouvrir sur le pool house et venir insérer cette piscine avec juste une petite terrasse en dallage blanc, vous verrez crème, qui reprend finalement l'harmonie du lieu, et quelques petites végétations, mais là encore pas très horticoles, plus naturelles, qui permettent de se lier dans l'espace. Et donc voilà le résultat de ce projet. Donc une petite bande de fleurs en bout de piscine qui permet de mettre à distance l'allée du véhicule. Et puis la façade qui a juste été grattée avec le lierre et la vigne vierge qui ont été juste un petit peu, alors on ne va pas parler d'élagage, mais débroussaillés et restructurés. Et puis de l'autre côté, des hortensias qui sont là aussi simples, beaux, sans plus. On fait entre guillemets une intervention frugale, mais qui permet de mettre en valeur ce lieu. Et voilà. Quelques petits détails. Là encore, on aime travailler à l'échelle du projet, mais aussi dans les petits détails. Donc quelques petits zooms, voilà, sur des choix de lumière, sur des choix de mobilier ou autre. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux projets. Merci. Merci Martin. Est-ce que vous avez des questions pour Martin sur ces deux projets ou déjà sur ces deux projets ?
Alors, c'était une piscine. C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça a été très important. Parce que vous voyez que l'espace n'est pas très grand. Du coup, c'est une piscine qui faisait 8 mètres par 4 mètres. Voilà. Mais le projet a tourné autour de ça. C'est-à-dire qu'on a, avec les clients, justement, fait l'emprise de la piscine et on a calé l'ensemble du projet autour de cette emprise de piscine parce que c'était l'élément central du projet. Moi, c'est encore une question d'argent. C'est pour savoir si le concours de paysagistes sur le premier projet avait été indemnisé ou pas. C'est une très bonne question et oui, ça a été indemnisé. Les clients étaient très clairs là-dessus. Ouais.